Alors bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Et alors ce soir on va parler de l'école. Et ce qui est pas simple, en fait, en France, dès qu'on parle d'école, on se retrouve immédiatement pris au cœur d'une espèce de contradiction, ou voire même d'une schizophrénie. Parce que l'école, c'est à la fois, quand on n'y est pas ou quand on n'y est plus, c'est à la fois la possibilité d'apprendre, de grandir, de se former, éventuellement même de s'arracher à sa classe sociale. Et en gros, tout le mythe de l'école républicaine. Et quand on y est, quand on y travaille, on se heurte immédiatement à l'autre pan de cette institution, sa raison d'être même peut-être, qui est le calibrage des subjectivités, le fait de discipliner les corps, les trier, les sélectionner, etc. Et depuis qu'on a commencé ces lundis soirs, on a des espèces de petites réunions, on se dit ah faudrait faire un truc sur l'école, et à chaque fois on n'arrivait pas à trouver par quel angle prendre, enfin quel serait le bon angle qui permette justement de s'extraire de cette schizophrénie. Et donc de pas tomber ni dans l'idée qu'il pourrait y avoir une école républicaine un peu meilleure d'un côté, et l'autre qui serait un rapport un peu punk à l'école, de dire en fait on en a strictement rien à foutre. Voilà, mais comme ça va pas de rester en suspens sur une question aussi cruciale qui nous a tant occupé nous en tant qu'élèves, parfois en tant que prof, on a décidé de prendre la question par un tout petit bout qui est peut-être un énorme bout dans ce qu'il fait voir, à savoir Parcoursup. Parcoursup, c'est-à-dire un dispositif managérial, technique, algorithmique. Parcoursup comme machine à produire de l'angoisse et machine à piétiner les élèves, leurs aspirations et même peut-être leur absence totale d'aspiration à quoi que ce soit. Pour discuter de ça, on accueille donc trois personnes. Heidi Hendai, qui est professeur de philosophie, Johan Farber, qui vient de publier Parlez-vous de Parcoursup, je ne sais pas si vous le voyez à la régie, parfait, qui parle donc de Parcoursup, et Camille, ici, qui est lycéen et qui avait publié sur Lundi Matin, il y a quelques mois, un très bon article intitulé « Sereinement rejeter l'école », qui donc, j'imagine, plus lycéen depuis quelques mois, mais en tout cas, qui a vécu Parcoursup de l'autre côté des barbelés que la plupart d'entre nous ici. Et voilà. Alors pour commencer, juste avant l'émission, Johan Farber, vous disiez ah c'est marrant cette année, c'est la première fois que dans les médias, que les médias semblent s'intéresser un peu particulièrement à cette machine un peu étrange et folle qu'est Parcoursup. Est-ce que pour autant vous avez l'impression que le public, pour ce que ça vaut et ce que ça signifie, a bien compris ce que ça signifie que Parcoursup? Oui, bah déjà merci de m'avoir invité. Effectivement, je trouve que cette année c'est un point de bascule. La plateforme a été mise en place en janvier 2018 et là on arrive, je dirais, 5 ans après sa première mise en route, en fait à une sorte de bilan. Parce que quand Blanquer a commencé à en parler en 2017 suite à l'élection de Macron, quand Frédérique Vidal, qui était alors ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a commencé à en parler, en fait personne ne savait bien de quoi il s'agissait. Bon, il y a quand même déjà eu dès fin 2017 et début 2018 un certain nombre de tribunes d'enseignants et d'enseignants qui ont alerté, mais on n'avait pas la preuve matérielle de ce qu'on dénonçait, à savoir du tri social, de la sélection qui ne disait pas son nom, un apprentissage forcément de la maltraitance, et surtout en fait un cache-misère, c'est-à-dire à quoi ça sert Parcoursup. Parcoursup, c'est un dispositif algorithmique qui sert à faire quoi? Qui sert en fait à déguiser sous un jour numérique les carences de l'État. C'est quoi les carences de l'État? C'est l'absence de création de places pour les élèves, les néo-bacheliers à l'université ou dans les études supérieures, à la mesure de la poussée démographique qu'il y a eu, qu'on connaît tous, celle du baby-boom. Et donc cette année, moi ça me semble être une année assez déterminante parce que effectivement là, on est fort d'une expérience, c'est-à-dire il y a comme une séparation entre les faits et les discours. L'autre jour, j'étais invité dans une émission avec Pierre Mathieu et j'ai été frappé, il était en duplex de Lille, mais il était pour moi comme en duplex de 2017. C'est-à-dire que ce duplex n'était pas spatial, il était temporel, c'est-à-dire qu'on était face à la construction d'un discours
discours qui depuis 2017 n'a pas varié et qui ne tient absolument pas compte des faits, c'est-à-dire un discours qui repose sur trois, comme toujours, hein, avec le macronisme, qui repose sur trois strates rhétoriques. La première, c'est, comme pour la réforme des retraites, hein, c'est exactement le fonctionnement rhétorique pour nous vendre Parcoursup, c'est exactement le même raisonnement rhétorique que pour la réforme des retraites. C'est quoi le premier? Le premier point, c'est une stratégie pathétique, c'est-à-dire on est là pour rétablir une forme de justice qui n'existerait pas, et les macronistes se présentent toujours de la même façon, c'est-à-dire comme les redresseurs de tort. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle chez les sophistes le paralogisme, c'est-à-dire qu'on prend un fait, on le grossit, on le déforme. C'est quoi le fait qui a donné la naissance de Parcoursup, sa naissance médiatique? C'est le tirage au sort. Il y avait tous les ans 16 000 étudiants depuis 2014 qui étaient victimes, parce que c'est un vrai problème, d'APB, qui est l'ancienne plateforme. Et cette plateforme, qu'est-ce qu'elle faisait? Dans les filières en tension, les STAPS et métiers de la santé, il y avait 16 000 étudiants qui chaque année étaient tirés au sort, ce qui en soi évidemment est absolument inadmissible, mais ces 16 000 personnes sont devenues finalement les 600 000, puisque de matinale en matinale, puisque le travail de Jean-Michel Blanquer c'était d'aller de matinale en matinale, comme s'il était finalement un intérimaire de BFM et de CNews, voilà, c'était un peu son destin, maintenant c'est pour ça qu'il est obligé de se recaser. Donc qu'est-ce qu'on voyait? On voyait qu'en fait on a un élément paralogique simple, c'est-à-dire on déforme. Parcoursup, c'est quoi? C'est ce qui allait mettre fin à ce qu'était APB. Et APB, c'était quoi? Ça n'était plus uniquement que le tirage au sort. Et enfin, la troisième et dernière étape, c'est celle qu'on appelle en rhétorique de ad baculum carotamque, c'est-à-dire la carotte et le bâton. Et la carotte et le bâton, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un élément fondamental, c'est celui de la sélection. Et on veut cacher la sélection. Et donc, comment en France on appelle la sélection de manière positive? On appelle ça le mérite. Voilà. Et donc, Parcoursup, c'est valorisant. Parcoursup, c'est quoi? C'est on aurait une place au mérite parce qu'en fait, l'État n'a pas réussi. Voilà. Et là, en fait, ce que perçoivent les parents, enfin, ce qui est perceptible cette année, c'est que, maintenant, en fait, les parents savent exactement de quoi il s'agit. Il y a une expérience. Et cette expérience, c'est quoi? C'est une expérience de la maltraitance. Maltraitance numérique. Moi je le vois, c'est ce que je vous racontais avant l'émission. Je fais un grand nombre d'interviews et chaque fois qu'on me parle de Parcoursup, l'autre jour il y avait la maquilleuse à France Télévisions qui me dit: moi j'ai une anecdote à vous raconter sur Parcoursup. Chaque fois qu'on me raconte quelque chose sur Parcoursup, c'est des anecdotes absolument édifiantes. On ne comprend pas comment les élèves sont dispatchés dans telle ou telle formation, on ne comprend pas. Tout ce qu'on comprend, que c'est une machine aveugle et qui broie. Et la différence, donc, c'est que maintenant, on est fort d'une expérience face à un discours qui est totalement rigide et campé sur une sorte de discursivité folle qui tourne sur elle-même et qui se satisfait très bien de ne pas répondre aux questions. Alors que moi, j'ai été très long, pardon, dans ma réponse. Pardon. Je me demande juste si peut-être pour ceux qui n'en ont pas une expérience immédiate, on peut peut-être décrire rapidement quand même comment fonctionne cette fabuleuse justement machine à mérite, enfin rétribution au mérite. Grosso modo, donc, effectivement, on rentre des vœux, comme on faisait sur APB, on écrit des lettres de motivation, un parcours motivé, je crois que c'est ça, un argumentaire de parcours motivé. Un projet, bien sûr. C'est macroniste, attention. Un projet, donc on se projette, et ensuite, donc, tout ça est dispatché, parce qu'on parle beaucoup d'opacité, on parle beaucoup d'algorithmes, je sais même pas si c'est vraiment un peu l'arbre qui cache la forêt. Au fond, c'est d'abord avant tout, comme vous le disiez, de la sélection, c'est-à-dire que tout ça est envoyé dans différentes universités, qui vont elles-mêmes selon des critères qu'elles affichent pas parfois parce qu'en fait elles en changent aussi, des critères qui peuvent être assez banals, des critères dont effectivement on connaît pas toujours la nature, est-ce que l'origine ou pas compte, enfin bon, un certain nombre de choses vont faire leur propre sélection, et puis sur les notes bien entendu, mais aussi d'autres choses, rebasculent ça dans une machine qui mouline, et apparaissent des choses. Alors ça pourrait sembler à peu près logique, en fait c'est assez aberrant dans les résultats, ou est-ce que grosso modo on peut revenir un petit peu sur ça, sur comment ça marche et les éventuels... Comment ça marche, vous en avez décrit, je crois, l'essentiel, c'est-à-dire que le problème de Parcoursup, c'est 2 points en fait. Et ces 2 points, ils ont été soulevés par 2 autorités, par le défenseur des droits en 2019 et par la Cour des comptes en 2020.
tous ici, on sait que la Cour des comptes, c'est pas l'organe d'État le plus progressiste du monde. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a deux choses. Ils disent qu'il y a un problème avec la réputation du lycée d'origine et avec les algorithmes locaux. Parce que là, en ce moment, comme Parcoursup est extrêmement attaqué, et que c'est la première fois que Parcoursup est attaqué, que ce soit Pierre Mathieu ou la remplaçante de Frédéric Vidal, Sylvie Retailleau, on a un nouvel élément de langage qui sort. Et cet élément de langage, il va jusqu'à l'absurde, c'est Parcoursup, ce n'est pas un algorithme. Parcoursup, c'est de l'humain, ce sont des gens qui sont derrière et qui choisissent et sélectionnent le dossier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on préférait que ce soit une machine. Parce que l'humain, en fait, introduit forcément la sélection. Et qu'est-ce qui se passe avec ces questions-là? Si on prend par exemple la réputation du lycée d'origine. La réputation du lycée d'origine, il n'y a, à part le classement du Parisien et de l'Express, ou d'autres classements comme Le Monde, on n'a pas de classement de tel ou tel lycée. On ne sait pas très bien ce que ça vaut. Pierre Mathieu, dans La Croix, l'année dernière, déclarait que les lycées d'origine, on le sait très bien, il y a des lycées qui ont une bonne réputation et d'autres qui n'en ont pas. Bon, et il dit, ça ne change pas grand-chose. Bon, déjà, ça pose problème parce que ça contrevient au discours qu'il tient depuis le début, c'est-à-dire que ça corrige les inégalités. Donc, on ne comprend pas pourquoi la réputation du lycée d'origine serait maintenue, puisque si c'est correctif, si Parcoursup est un logiciel correctif d'inégalité, on ne voit pas pourquoi elle serait reconduite. La deuxième chose, c'est les algorithmes locaux. Alors les algorithmes locaux, il y a ce que vous mentionniez, c'est-à-dire il y a des universités ou des formations sélectives qui affichent les algorithmes locaux. Et quand ils affichent les algorithmes locaux, on va voir. Donc on va voir les algorithmes, il faut cocher, il faut cliquer 2-3 fois, et on tombe dessus. Et c'est totalement nul. C'est-à-dire, ça ne donne aucune information. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne? Il faut insister sur tel item. Donc, il y a une liste d'items, et on dit qu'il faut insister sur tel ou tel item pour être sélectionné. Mais bon, c'est l'algorithme local, mais l'information est complètement nulle. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt in fine. Donc, on rédige sa lettre de motivation en fonction de telle ou telle qualité qui est demandée. Mais bon, c'est quand même un savoir très précaire, pour ne pas dire totalement flou. Et puis, la deuxième chose, c'est que, effectivement, comme vous le mentionniez, il y a des algorithmes locaux qui sont toujours pas donnés. Et en fait, le problème, c'est que ça livre en fait une opacité. Et l'opacité, elle est en fait le cœur du problème de Parcoursup depuis le début. On en parle, on a dit tout à l'heure 2017, c'est aussi 2018. Et cette opacité, en fait, c'est le problème fondamental parce que chaque année, c'est vraiment un discours comme si c'était un tube de l'été qui revenait, c'est la lambada gouvernementale, c'est il y a plus de transparence. Il y a plus de transparence, il y a plus de transparence, il y a plus de transparence. Mais à force, je ne sais pas quelle était cette glace, quel était je sais pas, tout est au blanc d'Espagne, on ne comprend pas pourquoi c'était opaque comme ça. Donc, on nous prend aussi toujours pour des cobayes, c'est-à-dire il y a aussi comme si on était dans une expérimentation générale. Et en fait, le problème, c'est que si on vous pointe cette opacité, c'est qu'à un moment donné, l'opacité, en dépit de tous les efforts, moi ce que je comprends, c'est qu'elle demeure, c'est qu'elle reste. Et cette opacité, en fait, c'est un outil très simple pour moi, et c'est le fond du macronisme, c'est la peur. C'est-à-dire que ce que produit le macronisme, ce que produit le néolibéralisme, c'est finalement un facteur psychologique très fort. L'autre jour, on m'a dit, ah oui, vous avez l'impression qu'en faisant les lettres de motivation, vous créez, que Parcoursup crée des petits soldats du capitalisme. Moi, je pense que ça crée des convalescents. Je pense que le capitalisme est une machine à convalescence et que ça crée des gens qui sont dans une espèce d'incertitude et d'insécurité fondamentale par rapport à ce qu'ils voudraient faire, puisque, comme on l'a tous vu, on a eu l'expérience, on nous a raconté des histoires sur Parcoursup où de très bons élèves n'ont pas eu leur vœu, quand dans la même classe, des élèves bien plus faibles, pas mauvais, mais bien plus faibles que les excellents élèves, pour les mêmes formations, ont eu leur vœu. Donc on est quand même avec notre incompréhension, et cette incompréhension, on a beau dire ce qu'on veut, elle est éminemment anxiogène. Là, j'ai énormément parlé. J'allais revenir là-dessus, c'est que là, on passe sur un deuxième point. Donc, le premier point, on va dire, c'est le fonctionnement de la machinerie de Parcoursup, qui donc
qui commence à devenir, si ce n'est transparent, en tout cas, je pense que tout le monde comprend un petit peu, enfin commence à comprendre un petit peu de quoi il s'agit, mais ce dont on n'a pas encore, à mon avis, une idée bien nette, c'est ce que ça produit sur les sujets, en l'occurrence sur les lycéens. Juste avant encore, parce qu'on a parlé avant ça, mais je sais que moi, en pensant à Parcoursup, ça m'a vraiment fait penser à Surveiller et punir de Michel Foucault, où à un moment donné dans le livre, après avoir expliqué tout ce qui ne fonctionnait pas dans l'institution qu'est la prison, à un moment donné, il dit, mais en fait, finalement, peut-être que le fait même que ça ne fonctionne pas fait partie du fonctionnement de la prison. Et donc, dans le fond, peut-être que le propre du fonctionnement algorithmique défaillant, aberrant, scandaleux, avec toutes ces erreurs, ces imperfections de Parcoursup, c'est justement de ne pas fonctionner. Et de produire sur les élèves une disposition assez nouvelle, qui est donc une disposition à l'angoisse très très jeune, une disposition à se mettre, à se penser comme projet, à se penser comme déjà sur le marché du travail, etc. Et donc, je vous pose la question, Aïda, vous qui êtes prof, qu'est-ce que vous avez perçu depuis l'arrivée de Parcoursup, de ce que ça vient changer dans la manière dont les élèves eux-mêmes se perçoivent et perçoivent leur scolarité, etc. etc. Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Yoann, parce que le paradoxe, en fait, qui est quand même assez dingue, c'est que, comme tu l'as dit, c'était censé réparer le tirage au sort, et en fait, tout cet aléatoire, toute cette illisibilité, ça généralise une espèce de tirage au sort géant, où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est quand même assez sidérant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est devenu une énorme machine à tirage au sort, où, tu vas aller là. Ensuite, sur la question de ce que ça génère chez les élèves, je pense qu'il faut aussi l'articuler à la réforme du lycée, parce que les deux sont vraiment liés, et au contrôle continu, sur lequel le calendrier de Parcoursup est calqué, puisque les vœux, les épreuves plutôt de spécialité, si elles sont aussitôt dans l'année, c'est justement pour que les résultats puissent être pris en compte dans Parcoursup, et les résultats de contrôle continu des élèves, de première et les 2 premiers trimestres de terminale, sont rentrés dans Parcoursup. Et donc tout ça produit une tension permanente chez les élèves qui, à chaque résultat, en fait, à chaque note, alors déjà qu'on est censé évaluer beaucoup plus, parce qu'il faut des notes, et qui du coup ont l'impression que chaque résultat qu'ils ont, chaque note qu'ils ont, puisqu'elle va être prise en compte pour et le baccalauréat et Parcoursup, c'est leur avenir qui se joue. Et ça, en effet, dans cette opacité, ce brouillard total, et j'ajouterais à ce que vous avez déjà dit que moi je pense qu'il y a aussi quelque chose de très individualiste, puisque c'est aussi, vous disiez, ça les habitue à être sous pression en permanence, ça les habitue aussi à être classés, à être comparés les uns aux autres. Il y a quand même ce truc du classement qui est central dans Parcoursup, puisque au moment des résultats, les élèves ont leur classement, leur position dans leur file d'attente. Ils sont invités en fait à les voir tout le temps. Comment est-ce qu'ils progressent dans la file d'attente. Et des fois, en effet, en STAPS, dans les filières sous tension, les files d'attente, ça peut être, je sais pas, ils sont 5000 sur 15 000, quoi. Donc en fait, ils sont comme ça dans leurs 8 vœux. Et donc nous, enseignants, on est là, qu'est-ce que je te dise, en fait ça va pas le faire. Enfin, en effet, ça génère un stress permanent, et moi j'enseigne depuis relativement longtemps, et c'est certain qu'on a un niveau d'élèves qui sortent du système scolaire, ou qui sont à moitié dedans, à moitié dehors, qui sont hospitalisés, qui est assez élevé, qui en tout cas pour moi est inédit. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a peut-être la crise, le confinement qui a joué. Là, on voit aussi arriver maintenant en première terminale les élèves qui ont été confinés au moment du collège, pour qui c'est très difficile. Mais je pense que cette tension en fait permanente dans laquelle on les maintient, elle est très très lourde, en effet, du point de vue psychique, quoi, disons. Alors, toi Camille, donc le texte que tu avais écrit pour lundi matin s'appelait Rejeter l'école, et le sous-titre, alors je m'en souviens plus par cœur, mais c'était tu essayais de raconter ce que c'était que la génération Parcoursup, toi qui viens d'avoir été sélectionné ou non, je sais pas ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que toi tu
Enfin, toi, comment toi t'as vécu enfin, la raison pour laquelle on voulait inviter d'autres lycéens, mais c'était pas si facile que ça. La raison pour laquelle on trouvait ça vraiment important d'avoir un lycéen parmi nous, c'est précisément pour être capable de nommer un petit peu ce que c'est ce que ça produit subjectivement sur quelqu'un d'assez jeune par définition quand on est lycéen, que d'être pris au milieu de ces calculs infinis quant à ta carrière, tes projections de vie, etc. Pour répondre à la première question, moi je suis en première année de licence en anthropologie. Du coup, j'ai eu cet avantage de prendre une licence en fait très peu sélective parce que peu de gens la connaissent. Il y en a même beaucoup d'ailleurs qui l'ont découvert sur Parcoursup en regardant sur la ville de Toulouse, d'où je viens, les différentes licences disponibles. Mais c'est vrai qu'en fait, l'ambiance générale autour de Parcoursup, c'était, comme on le disait précédemment, beaucoup d'incompréhension et qui induisait en fait beaucoup de comportements divers. C'était du stress en mode à chaque évaluation, on a l'impression que c'est notre avenir qui est en jeu et il y avait beaucoup d'élèves qui souvent même se disputaient avec les professeurs en fin de cours. Certains professeurs aussi qui cherchaient à négocier avec nous en nous disant bon, c'est vrai que vous avez été quand même plutôt sage ou des trucs comme ça et du coup, bon, je vais peut-être vous rehausser la moyenne d'un point parce que je sais que la moyenne de ce trimestre sera dans Parcoursup. Et, on avait ce genre de débat. Et en plus de ça, il y avait des comportements aussi assez bizarres qui pouvaient apparaître parce que comme on ne savait pas ce qui était vraiment pris en compte, on essayait d'imaginer ce qui pourrait être pris en compte, un peu sur l'idée de qu'est-ce qui serait l'élève modèle, qu'est-ce qui serait l'élève parfait, entre guillemets, enfin, du point de vue de l'éducation nationale. Et donc j'ai par exemple eu une amie qui s'est retrouvée à s'inscrire pour faire le service national universel. Je ne sais pas si c'est connu, mais en gros c'est censé être sur la base du volontariat et c'est durant une durée d'une semaine. C'est une forme de proto-service militaire où on va chanter la Marseillaise, être sous le drapeau et faire des actions dites citoyennes. En fait, j'étais assez étonné parce que c'est une amie en plus qui était plutôt engagée, qui venait avec moi en manifestation, etc. Et elle m'a dit, en fait, moi je veux absolument faire une certaine licence. Et je me suis dit que ça me rapporterait des points dans l'algorithme Parcoursup de faire le service national universel. Donc c'est comme un lien en fait avec une reprise de la militarisation de la société et Parcoursup qui peut être fait à travers ce petit exemple. Mais en plus, avec l'augmentation du budget de l'éducation nationale, on s'attend à ce que ça devienne plus sur la base du volontariat, mais quelque chose qui soit imposé à tous les élèves aux alentours de 16 et 18 ans, je crois, entre 16 et 18 ans. Et ensuite, c'était des comportements, comment dire, autour des notes. Par exemple, j'avais beaucoup d'amis qui n'osaient pas forcément sortir du cadre, même si ça pouvait être justifié, de peur que ça impacte leurs notes ou que ça impacte leur dossier. Cette idée du dossier aussi qui était déjà présente en Parcoursup, mais qui revient, c'est par exemple des profs qui vont tenir des propos limites, et les élèves qui ne vont pas oser répondre de peur qu'ensuite le prof je sais pas comment dire, les attaques, les sacs dans leur notes, voilà, donc ça a une conséquence. Enfin, là pour le coup, c'est vraiment le dispositif. Enfin, c'est le caractère, le côté vraiment disciplinaire de la note. C'est que d'un seul coup, tous les élèves sont tenus. On n'a pas le droit au moindre faux pas. Le moindre faux pas se paye potentiellement. C'est un dressage social. Oui. Voilà, et qui dépend beaucoup aussi des profs parce qu'on a des profs qui sont plutôt engagés et qui essayent d'aller à contre-courant de ça, mais il y a des profs qui vont juste suivre plus ou moins on va dire, les directives ou le programme et ça va amener à ce genre de situation. Et l'autre point aussi, c'est souvent dans le programme, j'en parlais dans mon article, mais quand il y a des points problématiques dans le programme, soit on essaye de les reprendre avec cette peur d'être saqué derrière, soit aussi on ne peut plus y arriver parce qu'il y a cet épuisement. On parlait de convalescence tout à l'heure, notamment lié à l'emploi du temps, sur le truc de faire 8h, 18h, etc. Mais lié aussi au fait que c'est le contrôle continu, c'est le bac à la fin de l'année, et du coup même des élèves un peu comme moi, mais j'en ai fréquenté d'autres qui
sont un peu politisés, qui remarquent par exemple des problèmes dans le programme de philo ou dans le programme de géopolitique, bah, ils vont pas réussir forcément à l'exprimer et apporter un contre-discours, alors que bah, ça serait bien, je pense, pour la plupart des élèves de pas s'ancrer en gros toutes les idées que veulent transmettre l'éducation nationale. C'est très bien ce que tu me racontes. Non, mais, alors moi, c'est une question que j'avais, alors pour le coup, pour la frange professorale parmi nous, c'est que je reviens un petit peu sur ce que je disais un petit peu en introduction, c'est que quand on fréquente un peu des salles des profs, on sent bien, enfin moi, il m'a toujours apparu vraiment très palpable cette espèce de schizophrénie entre d'un côté avoir le sentiment de faire quelque chose d'utile, de généreux, etc., et de l'autre de participer d'une machinerie de sélection pour le coup assez cruelle dans ses conséquences en tout cas, et que ça rend, c'est pour ça qu'il y a souvent autant de profs qui sont dépressifs au bout de son année, c'est que c'est vraiment on se retrouve à habiter un écart assez invivable, et là je me posais la question, comment, peut-être que vous ne savez pas, mais comment est-ce que, au moment de l'arrivée de Parcoursup, comment est-ce que dans le milieu professoral, alors, du moins dans vos expériences propres, comment ça a été compris, comment ça a été perçu, comment ça a été, est-ce que c'est passé, moi j'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, mais peut-être que je me trompe complètement, parce que Ouais, est-ce que pour ajouter, c'est pas parce qu'aussi la réforme des lycées était plus... Là, on a senti que ça bougeait plus sur la réforme des lycées, alors que Parcoursup me semble être dans ce creux entre le lycée et l'enseignement supérieur dont personne s'est vraiment saisi. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, en fait, ce truc des notes, de l'évaluation, de toute façon, à un moment, dans le dossier post-bac, ça rentre en ligne de compte. Ce qui était, en tout cas, moi, ce qui m'était apparu dès le départ problématique dans Parcoursup, et je pense qu'on l'a quand même beaucoup vu dès le départ, c'est des trucs annexes du style, tu dois te prononcer sur les chances de réussite de l'élève dans la formation pour laquelle il postule. Genre, qu'est-ce qu'on peut en savoir, en fait, un élève qui peut être... voilà, c'est pas parce que l'élève, il n'est pas impliqué dans sa scolarité en terminale qu'il va pas se révéler, enfin, on n'est pas Madame Irma, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Camille, on doit aussi noter, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais évaluer l'engagement citoyen de l'élève en dehors du lycée. Donc, en fait, c'est plus sur des trucs comme ça, où là, dès le départ, tu vois que ça vrille, parce que c'est plus justement de l'évaluation. Après, sur l'évaluation au sens strict, moi il me semble que c'est plutôt la réforme du lycée qui a mis vraiment l'évaluation au cœur de notre métier. On ne fait plus que ça, les parents négocient en permanence, on doit réfléchir pendant des heures et des heures, les inspections produisent des pages et des pages et des pages de cadres d'évaluation, il n'y a plus que ça, quoi. Mais ça, c'est plutôt un effet du contrôle continu et de la réforme du baccalauréat. Mais en revanche, voilà, ce que je trouve vraiment encore plus pervers, finalement, dans Parcoursup, c'est de nous demander de sortir même de ce truc de l'évaluation, et là, on sait plus du tout ce qu'on fait. On est censé... Donc moi, par exemple, sur le truc de l'engagement en dehors du lycée, je sais plus quels sont les critères, mais je mets la même chose à tout le monde, en fait. Enfin, comment je peux savoir, en fait? Puis c'est même pas mon rôle. Je vais pas m'immiscer dans la vie, extrascolaire des élèves pour dire que ce sont des bons citoyens. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Mais on voit quand même que ça redouble... Alors, l'évaluation perpétuelle des notes, des actions, des résultats, disons, de l'évaluation de la personne. Parce que quand même, grosso modo, devoir écrire qu'on fait des maraudes ou qu'on a un engagement militaro-citoyen, etc., ou qu'on est scout, parce que grosso modo, c'est quand même à un moment ça, même dans le dossier Parcoursup, qui est apprécié en tant qu'engagement extrascolaire. C'est quand même vraiment mettre la personne, enfin une certaine conception de la personne, en plus de ses résultats dans la machine. Oui, puis c'est vraiment une sélection sociale, parce qu'en fait, qui peut avoir le temps d'avoir des engagements citoyens au lycée en dehors de la scolarité, Quel lycéen, on a quelque chose à foutre en plus. Ouais, c'est ça. Oui, et lequel s'autorise à raconter ce qu'il veut. Moi, je suis toujours étonnée. Enfin, je lis les dossiers où personne ne va les vérifier. Il n'y a pas grand monde qui s'autorise à... Il y a les maraudes. De temps en temps, on se dit ça. ça mange pas de pain. C'est possible que... c'est la logique managériale poussée, je dirais, à son stade... au stade de l'adolescence, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le management? Le management, il est là pour casser les solidarités sociales.
Et le fait précisément de devoir individuer et individualiser chaque personne, la renvoyer à son expérience personnelle, cette individualisation, elle permet finalement une sorte d'isolement. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Aïda tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de concurrence permanente, elle passe précisément par une sorte de valorisation de la personne, et cette valorisation de la personne, c'est le mérite. Et le mérite, c'est quoi dans la société française du XXIe siècle? C'est devenir le narrateur, le personnage de soi-même. Une fois qu'on arrive à être le narrateur, le personnage de soi-même, c'est-à-dire au moment où on arrive à communiquer, c'est-à-dire non pas raconter sa vie, mais communiquer sur sa vie, à partir de ce moment-là, on est en possibilité de faire sa lettre de motivation. Et j'ai la mère d'un ami qui par ailleurs est ingénieur et où il avait des difficultés au travail, et qu'une fois lui a dit, elle-même elle était cadre à la banque, elle lui a dit, ce qui est frappant quand même dans le travail du management, c'est que quand on doit communiquer, on utilise le mail, mais il ne faut pas envoyer seulement un mail. Il faut toujours le doubler d'un mail qui dit qu'on vient d'envoyer un mail. Et c'est exactement ça, Parcoursup, c'est-à-dire que la lettre de motivation doit communiquer à l'intérieur pour dire que, justement, on a fait des choses qui étaient capables d'être communicables. C'est-à-dire que, bon voilà, je fais du macramé, voilà, j'ai acheté une yaourtière dans une brocante, ça n'intéresse personne. Voilà. Mais il faut trouver en plus des activités qui soient communicable, c'est-à-dire qu'on puisse capitaliser, et qu'on puisse capitaliser socialement, avec toujours finalement ce vieux fond français de catholicisme, c'est-à-dire la maraude, c'est-à-dire l'entraide, comme si on était là pour être bienveillant, comme si finalement on était toujours là pour valoriser un bon fond, mais ce bon fond, en fait, il n'est jamais vraiment tourné vers l'autre dans un sens politique, il est toujours tourné vers l'autre dans un sens qui est extrêmement narcissique, et sur lequel on voit bien les milieux, on voit bien ce qui se passe. Voilà, le modèle même, c'est l'école privée, le modèle catholique. C'est Brigitte Macron. Elle est venue récemment sur la scène pour dire des choses, mais moi je trouve ça intéressant, le rôle de Brigitte Macron, pas pour la critiquer en tant que personne, puisque elle n'a pas de mandat, c'est pas notre vocation, mais quand même, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le recul social de la fonction professorale au sein des élites politiques. Auparavant, dans les années 50-60, jusque dans les années 80, il n'était pas rare que certains hommes politiques ou femmes politiques aient dans leur milieu des professeurs, notamment du secondaire, je ne parle pas seulement des universitaires, mais des profs du secondaire, qui fournissaient quand même un point de repère social et sociologique sur ce qu'était l'enseignement. Là, le milieu macroniste, ce qui est frappant, c'est qu'il est vidé de toute instance professorale. Pourquoi? Parce que financièrement, les profs sont vraiment dans un état de déréliction sociale. Je veux dire, avant, ils s'habillaient au Vieux Campeur, maintenant, ils sont tous chez Decathlon. Et là, cet effondrement social, il se paie aussi sociologiquement. C'est quoi le repère macroniste? C'est quoi le repère macroniste fondamental? C'est une femme qui a enseigné dans un lycée privé catholique. Il ne s'agit pas de la critiquer, mais un lycée privé, et donc le point de référence professorale, c'est cette dame. Donc là, on est quand même dans un changement de paradigme, dont on n'a pas mesuré les faits, mais dont le caractère privé, le caractère public a quand même une incidence, puisque là, on le voit, ces interventions récentes ont quand même une incidence sur le débat. Et ça, c'est l'uniforme et tout ça. Sur l'uniforme, qui est une idée d'extrême droite, à laquelle, évidemment, sans que ça surprenne personne, elle adhère volontiers. Oui, ce que je voulais ajouter, mais j'ai oublié. Oui, non, c'est que ce truc juste pour finir là-dessus, des compétences, disons, sociales extrascolaires, je trouve que c'est aussi un faux truc d'égalité des chances, qui est de dire on va donner aussi la chance à ceux qui justement ne réussissent pas à l'école, de faire valoir d'autres qualités, etc. Ce qui masque complètement le fait que, comme l'a très bien dit Johan, c'est en réalité plutôt les enfants de milieux et de classes aisées dont les parents vont organiser en fait des activités de bénévolat pour les mettre dans leur Parcoursup. Donc ça, je trouve qu'il y a aussi ce truc, et ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais et je trouve que c'est très important, toute cette rhétorique, ce faux discours en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est dit
depuis le début et encore aujourd'hui sur Parcoursup par le gouvernement est faux en fait, sciemment faux, et notamment ça, ce truc d'égalité des chances, on s'ouvre à d'autres qualités, aux soft skills, et en réalité ça favorise vraiment les milieux aisés. Mais alors c'est faux sur le résultat, en revanche c'est une acquisition et un dressage à la langue managériale qui est quand même phénoménal, parce que même les étudiants se retrouvent non seulement donc à énoncer comme ça des compétences complètement vides, des soft skills effectivement, des savoir-être, traduits en français, puisque maintenant on a les deux, et qui sont même préfigurés qui sont préformatés par Canva, parce que tout le monde fait son CV sur Canva. Donc sur Canva, il faut avoir un profil avec des compétences, et donc on voit des listes d'adjectifs, responsables, à l'écoute, social, qui sont, on se demande d'où ça vient en fait, qui a même envie de lire ça, parce qu'en fait aucun recruteur aurait vraiment envie de lire ça, tout le monde s'en fout, enfin personne, ça va de fond. Mais par contre, il y a une langue vidée de toute substance qui rentre à 18 ans, et voire même avant. Bien avant, oui. Au stage de 3e, on en troisième, parlait, il y a des CV pour des stages de 3e, quel est le curriculum vitae d'un élève de 3e, qui doivent employer cette langue. Voilà, c'est quand même un apprentissage du récit biographique, c'est quand même, c'est ça le truc qui est quand même hyper tordu, c'est que oui c'est n'importe quoi, oui c'est vite, etc. Mais ce que ça produit comme penchant, comme disposition, par contre c'est bien réel quoi. Oui, mais moi je trouve que ce que ça produit aussi, même, c'est même pas cet apprentissage-là, c'est quand même un peu ce qu'on a déjà dit, c'est l'apprentissage du désarroi, parce qu'en fait, vraiment les élèves ne savent pas, c'est-à-dire que tu demandes quand même. Parce que, en effet, c'est en terminale, simplement, en réalité, tu devrais quand même, dès la 3e, choisir ton lycée en fonction des spécialités, selon ce que tu veux faire après, et là, on touche encore à nouveau, mais je pense que c'est vraiment lié à la réforme du lycée, au fait que les spécialités ne sont pas les mêmes partout, et que donc, selon ce que tu veux faire dans Parcoursup après, pour avoir la bonne spécialité, donc aller dans l'établissement qui les propose, donc tout ça est lié. Et en fait, un élève de 3e à qui tu demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'est-ce que tu vas choisir comme spécialité, c'est le vide, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des élèves qui ont, et même en terminale encore, enfin moi, pour le coup, mes élèves de terminale, il y en a largement plus de la moitié qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire, en fait. Donc c'est même pas qu'ils se mettent en position d'apprendre à se raconter eux-mêmes, c'est qu'ils sont dans un profond désarroi, je pense. Pour revenir sur l'injustice qu'il y a là-dedans aussi, c'est moi j'ai pu le remarquer au travers de la situation dans laquelle sont les élèves à la base, avant de pouvoir parler, de s'engager dans des associations ou de faire des actions comme ça. Bon, il y a notamment par exemple le phénomène de vivre en zone rurale, qui fait que faire des maraudes ou rejoindre une association quand on n'a pas de bus, à part le bus scolaire, c'est pas possible. Et il y a un autre phénomène plus grave qui est au niveau de la maltraitance et des violences en fait, que subissent les jeunes, qui font que c'est pour beaucoup en fait, c'est dur de s'imaginer faire ce genre d'action associative ou autre chose en dehors du lycée, parce qu'ils ont ce fameux cadre compétitif du lycée et les problèmes familiaux quand ils rentrent chez eux. Du coup, en fait, le temps libre, entre guillemets, qu'ils vont avoir, ça va être plutôt de l'ordre du loisir, histoire d'aller faire la fête avec des potes ou des trucs comme ça, et très rarement du militantisme ou de l'action associative. Moi, il y a des chiffres qui sont effarants à ce sujet. Moi, j'avais vu par exemple une étude en 2016 du Parlement européen qui indiquait qu'un mineur sur 5 était victime de violences sexuelles. Et en fait, j'ai vu que ça se répercutait finalement au niveau de mes proches, c'est-à-dire que, notamment lié au confinement, à ces moments-là où où on était des ados qui passaient beaucoup de temps en appel toute la nuit, etc., c'est des moments aussi de confession. Et par exemple au collège, j'imaginais pas que j'avais autant de gens qui m'entouraient, qui pouvaient avoir été victimes de viol de la part d'un membre de leur famille ou qui étaient sous la maltraitance de leurs parents, mais qui l'avaient un peu banalisé, du style des parents très autoritaires, ou même certains allaient jusqu'à faire des menaces régulièrement, des situations très compliquées. Et forcément, en plus, ça se répercute sur l'école, donc même au-delà de l'engagement associatif, c'est aussi des comportements qui sont qui se produisent dans la scolarité. Ça peut être des fois des élèves qui vont être très renfermés, très timides, très à l'écart, mais c'est aussi parfois des élèves qui vont se relâcher justement une fois qu'ils arrivent au lycée, et qui vont qui vont désobéir, qui vont foutre le bordel un peu, comme on dit.
Et tout ça, en fait, dans Parcoursup, notamment, c'est un peu pris en compte, du style, il y a l'engagement associatif, mais le comportement aussi est pris en compte. Enfin, quand j'étais délégué, que j'étais au conseil de classe, les élèves étaient jugés selon leur comportement, mais on ne questionnait pas sur pourquoi ils en étaient arrivés à avoir ce comportement. Enfin, donc voilà, c'est encore une injustice que Parcoursup va finalement accentuer en l'évaluant comme si tout le monde était égaux face à l'école, alors que on sait déjà depuis longtemps que non, l'école, tout le monde n'y est pas égaux en y rentrant et tout le monde ne sera pas égaux en y sortant. Oui, en plus, ça force quand même une espèce de promiscuité avec les parents qui est quand même assez étonnante aussi. C'est que, on va dire pour les familles de classe moyenne, etc., c'est-à-dire que le fait d'avoir à faire des stratégies, à formuler des stratégies, à imaginer des stratégies en se disant on en parlait avant aussi, mais par exemple, à Paris, le problème est au carré, c'est-à-dire que le choix du lycée, la sélection du lycée est elle-même déterminante, ce qui signifie que il y a des parents qui se retrouvent des élèves, j'ai mis moins les élèves que les parents en troisième, j'espère, mais des parents en tout cas, qui se retrouvent à faire des calculs en 3 bandes en disant mais en fait, si mon enfant qui est, on va dire, moyen va dans un très bon lycée, il aura une moins bonne moyenne et donc il aura moins de chance par rapport à l'algorithme opaque de Parcoursup, alors que s'il va dans un mauvais lycée, il sera premier de la classe, il pourra... là je fais un calcul, mais en fait des calculs comme ça dans le flou, dans le noir total et complet des algorithmes et des choix qui rebondissent de l'un à l'autre, en fait tout le monde se retrouve, en l'occurrence là les parents pour les troisièmes, se retrouvent vraiment compressé dans une espèce de nécessité de choisir, de choisir, en tout cas de tenter tel pari ou tel autre pari, etc. Et on dit bien que les gamins en troisième, je pense certains peut-être ils ont déjà intégré des trucs, mais beaucoup peut-être s'en tamponnent un petit peu, mais en tout cas ça fait que les parents sont extrêmement actifs doivent être extrêmement actifs dans le parcours scolaire de leur progéniture, quoi. Ce qui donc implique une promiscuité pas forcément très agréable, quoi. Oui, et puis ce qui, alors à mon avis, est quand même un peu aussi le fond du problème, c'est-à-dire que ce surinvestissement des parents, je pense une frange des parents, parce qu'il y a des parents qui peuvent pas se repérer, en fait, c'est devenu aussi tellement compliqué. Enfin, nous, quand on présente c'est devenu un camembert, le baccalauréat aux élèves, moi-même, je comprends pas, en fait, c'est trop compliqué. Donc ça peut pas être... Ce niveau de complexité, c'est sûr qu'il est aussi fait pour être illisible par une partie de la population. Mais de nouveau oublié ce que je voulais dire, mais voilà, en tout cas je pense que c'est il faut, je sais pas très bien comment on peut obtenir un tel résultat, mais c'est sûr que tant qu'il n'y a pas ce surinvestissement des parents, des classes supérieures notamment, qui se satisfait de ce discours du mérite et qui vit dans l'illusion que son enfant méritera d'aller dans une meilleure formation que les autres, en fait on ne peut pas obtenir ou changer ce système, puisque ça se répond, quoi. Tout ce que Macron dit par ailleurs sur le travail, traverse la rue, toute cette idéologie du mérite. Les parents satisfont, une partie des parents, ils surinvestissent la scolarité de leur enfant, ils demandent en fait de cette manière cette sélection. Pour revenir sur le tirage au sort, moi je trouve qu'au bout d'un moment, évidemment, c'est pas satisfaisant individuellement, mais en termes, je veux dire, de structure globale, si vraiment il n'y a pas assez de place pour tout le monde, en quoi c'est le pire système, le tirage au sort ? Il y a un moment où, s'il faut... ce que je veux dire, c'est que on présente ça comme un repoussoir, parce que justement, ce qu'on veut, c'est sélectionner les meilleurs pour avoir les meilleures places. Mais donc, en vérité, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Mais si on est dans un système où il y a une pénurie de place, le tirage au sort, c'est plutôt la meilleure configuration, en fait, du coup. De la même manière que, justement, ce dont tu parlais pour l'affectation des élèves au lycée à Paris, moi, je trouve qu'on devrait tirer au sort, en fait, pour les répartir aléatoirement dans les lycées à Paris. Paris, c'est petit, un élève de seconde, il peut aller à peu près n'importe où, ou alors on garde les cadres. Mais c'est pas, en tant que tel, le tirage au sort, dans une société démocratique, c'est pas le pire truc, c'est pas le repoussoir ultime, en fait. Sauf si tu mets en face, effectivement, ce truc du mérite, où les meilleurs sont censés avoir les meilleures places. Et ça, c'est, je pense, que ce que les parents veulent. Michael Sandel
a écrit un livre l'année dernière, La tyrannie du mérite, et il parle alors beaucoup du système scolaire américain qui est quand même très différent, mais il parle justement des burn-out parentaux, des parents en fait qui coachent leurs enfants, alors plutôt pour les universités, mais bon, on y vient puisqu'on évoquait avant l'émission Mon Master, la nouvelle plateforme calquée sur Parcoursup pour le master, et des parents qui s'épuisent en fait à multiplier en effet les activités, les coachs, que sais-je, pour justement que leur enfant aille dans les meilleures universités américaines. En fait, on y vient un peu. Il y a quelques jours, une amie passée ici, et donc je lui parlais de tout ça, et elle disait, mais non, en fait, le problème, c'est pas juste la sélection avec Parcoursup. Hein. Le problème, c'est que tout le discours de Parcoursup consiste à dire aux élèves, vous pouvez tout faire. Vous avez des choix infinis, et vous avez toutes les options possibles et imaginables. Moi, pour avoir vécu une présentation en collège récemment, il y a même un truc équitation pour la première. Non, évidemment, je sais pas quel lycée fait équitation à Paris, en tout cas, peut-être un quelque part. Mais, et donc elle disait, en fait, le gros problème, c'est le rapport qu'il y a entre le discours des conseillers d'orientation, des profs, etc., qui doivent relayer le discours du rectorat, et qui disent, non, mais vous avez un choix infini, et le moment où la sélection faite, finalement, t'avais le choix en rien du tout, parce qu'à la fin des fins, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi. Et que ce décalage entre les deux, c'est ça qui rend fou les gamins, quoi. Enfin, ils sont littéralement écrabouillés. Ça fait qu'ils partent d'un truc où ils sont là genre, waouh, en fait, il y a plein de possibilités, et en fait, non, rien. Ouais, moi je veux bien juste rapidement répondre là-dessus. J'avais effectivement un élève, il voulait faire kiné ou les parcours de santé, et il avait genre SVT, je crois, et l'option de la spécialité de langue. Et donc, il s'est fait, en fait, bouler de partout. Et je me souviens, effectivement, sa mère qui m'avait dit « Mais je ne comprends pas, on nous a dit qu'il pouvait faire ce qu'il veut. » Et deuxièmement, juste pour terminer là-dessus, et de nouveau, on revient sur ce que tu disais, Johan, c'est cette inversion aussi dans le discours, parce que, pour le coup, ce que Pierre Mathieu dit tout le temps, ou ce que le ministère dit tout le temps, c'est ce qui a changé dans Parcoursup, c'est que les élèves ont des propositions. C'est les élèves qui choisissent. Et ça, c'est complètement dingue. Parce qu'en fait, t'as pas une proposition. C'est écrit proposition, mais t'es pris ou t'es pas pris. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, les élèves s'y trompent pas du tout. Mais c'est une proposition qui t'est gracieusement faite, comme si c'était pas une sélection et qui te donne, en effet, mais ça n'a aucun sens. C'est un discours totalement inversé, parce que Parcoursup, c'est vraiment l'illusion du choix. C'est ce que vous disiez, c'est l'illusion du choix. Et tu rappelais, Aïda, la question en fait de ce storytelling, puisque ça a été quand même vendu avec un storytelling qui, moi, me faisait penser aux petites annonces d'Elysée Moon. Dans une petite annonce d'Elysée Moon, il y avait Ophélie Winter, et elle était ébéniste fleuriste. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre n'importe quelle spécialité, et on allait obtenir un emploi, sauf qu'on termine comme Ophélie Winter, c'est-à-dire, malheureusement pour elle, assez mal. Mais c'est dire quand même le discours qu'on est prêt à nous tenir, pour nous faire, en fait, pour donner aux gens l'illusion que finalement, ils vont pouvoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se réaliser. C'est-à-dire, finalement, essayer de construire sa scolarité comme une carrière. Tu parlais tout à l'heure du burn-out, mais je crois qu'on est dans une phase de pré-professionnalisation, et que cette phase de pré-professionnalisation, elle ne se fait que par la négative. On a parlé tout à l'heure des lettres de motivation, mais les lettres de motivation, pour beaucoup, elles ne sont pas lues. Pour beaucoup, elles ne sont pas lues. Quand on est classé 13 millième, je sais pas, dans 1300e dans telle ou telle fac, les lettres de motivation, elles font 1600 signes, mais elles sont pas lues pour autant. Et pourtant, on est tenu de les écrire parce que on sait bien que peut-être elles seront lues. Et dans cette incertitude, eh bien, il faut quand même produire, non pas... il ne faut pas produire en fait une lettre dans laquelle on dit qu'on va faire telle ou telle chose, mais produire en fait simplement un signe vide. C'est ça que je trouve terrible, cette espèce de signe vide qui est simplement un gage, un engagement. Et l'ensemble de tout ceci quand même, c'est qu'on peut quand même éviter le burn-out avec Parcoursup. Il y a quand même un moyen d'éviter le burn-out, il y a quand même un moyen de ne pas sombrer, de ne pas être prisonnier de Parcoursup, c'est quand on a de l'argent. Quand on a de l'argent, le monde vraiment s'illumine. Et dans une société néolibérale comme la nôtre, avoir de l'argent, visiblement, c'est très très bien. Pourquoi ? Parce que ça donne un ticket coupe-fil. C'est-à-dire que voilà, pour éviter le stress de Parcoursup, eh bien, ceux qui ont de l'argent vont pouvoir justement payer des écoles, et c'est une manière d'incitation passive au privé, où finalement, quand votre enfant
vous dit votre enfant il est excellent, mais à la différence du bac, quand on avait le bac, on était rigoureux, on travaillait, on l'avait, et ce bac n'est plus finalement le sésame d'entrée à l'université, et maintenant c'est Parcoursup, travail, etc., soit rigoureux, et puis l'élève à la fin n'a rien. Donc les parents ils sont pris dans un état de panique totale qui est tout à fait légitime, et vous avez des enfants qui ont très peur de ne pas avoir ce qu'ils désirent, et donc il y a quand même, ça il faut le dire, Parcoursup a un effet indirect mais voulu depuis le départ, c'est-à-dire finalement transformer l'éducation nationale en un marché, et un marché orienté vers le privé, parce que effectivement cette question de l'argent, c'est quand même ce qui soigne le mieux le burn-out, voilà. Et ça c'est quand même un élément absolument central, et on le voit quand même, la proportion de formation privée, moi qui ai fait il y a très très longtemps mes études, le privé, ça n'avait pas bonne réputation, c'était souvent des écoles ou des universités calamiteuses, et personne n'avait envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la place, voilà, il y avait de la place et il y avait ça. Mais là, quand même, on est passé de 2000 à 2022 avec une augmentation quasiment, on a 21% de la masse estudiantine qui est dans le privé maintenant, dans les études supérieures. C'est absolument considérable, puisqu'au début des années 2000, ce chiffre était en dessous de 5%. Donc ça quand même, il y a une accélération à hauteur quasiment de 7% par an depuis 2018. Donc on voit que quand même, il y a une opportunité, un marché qui s'est ouvert, qui est un marché qui est, je dirais aussi un marché voulu par les traités européens, dont on ne parle plus assez, parce que tout le monde en a marre de l'Europe, etc., de cette Europe néolibérale. On est tellement baigné dedans qu'on pense même plus à reparler des traités de Lisbonne, etc. Mais quand même, toute cette marchandisation de l'éducation, c'est absolument pas une illusion, et c'est un fait, c'est factuellement programmé, et voilà, et là, on le vit à plein. Avec une marchandisation, juste pour terminer aussi, de niche, mais quand même intéressante aussi autour de Parcoursup, quand même, de la gestion du stress, de son coaching, de ses stages pour préparer une lettre de motivation et un projet argumentatif. C'est quand même aussi à coût de 800 €, etc. Toutes les classes peuvent finalement y laisser des sous, et bien sûr, ensuite, on va revenir du supérieur même. Ouais. Luc, tu veux intervenir ? Merci, on comprend ça au montage. Ouais, moi je me souviens quand j'étais en terminale, j'étais en bac pro. Et à l'époque, on était APB, c'est la dernière génération APB. Et on appelait ça ah putain de bordel. et c'était. En fait, moi j'arrive pas bien encore à saisir fondamentalement ce qui change entre APB et Parcoursup. Si ce n'est le fait que ça soit certainement plus dégueulasse, ça j'ai tendance à vous croire sur parole. En revanche, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Parcoursup est devenu un fer de lance notamment, et surtout, il faut bien le dire, des enseignants ? C'est parce que les profs veulent paraître cool en fait. Véritablement, aujourd'hui il s'avère que je suis prof. Et une des manières à bas coût de paraître assez sympathique avec ses élèves, c'est de critiquer la manière dont ils vont être sélectionnés, comme s'ils étaient sélectionnés uniquement par un algorithme, une plateforme qui viendrait sanctionner leurs études en fin de cycle. Alors qu'en réalité, on passe notre vie à le faire, à les trier, à faire en sorte qu'ils se tiennent bien, à faire en sorte qu'ils écrivent à peu près bien français. Bon. Tout ça me laisse à dire que Parcoursup ou pas, ça change véritablement pas grand-chose. Et que derrière Parcoursup, c'est simplement une manière pour les profs qui le critiquent ouvertement, soit devant des caméras, soit devant des élèves, de s'offrir une image plutôt sympathique auprès de personnes qui par ailleurs ont bien conscience du fait que l'école les sanctionne systématiquement à chaque note qu'ils peuvent avoir. Et actuellement, du coup, je fais les inscriptions Parcoursup avec mes petits. Et c'est des petits en bac pro, donc ils ont bien conscience que de toute manière ça va pas changer grand chose et qu'ils savent très bien comment est-ce qu'ils sont observés. Pour le coup, eux ils ont été habitués au storytelling et au CV depuis la seconde, puisqu'ils font des stages à répétition régulièrement, et que par ailleurs il y a une réforme du lycée professionnel qui est en cours, qui va encore augmenter la durée de stage pour ces élèves. Et il s'avère que dans un exercice que je leur ai filé, qui consistait à écrire un pamphlet contre l'acide de leur choix, il y a un petit qui a signé son pamphlet, un petit que j'aime bien, qu'il a signé Enzir de la Fuente,
qui a fait un texte contre l'école, et contre les profs surtout. Et donc je trouvais ça culotté et audacieux, et j'ai encouragé dans la démarche. Et il commence en disant: ce texte est dédicacé pour tous les malfrats enseignants, avec un tiret entre malfrats enseignants, qui se croient supérieurs à nous les élèves. Les enseignants sont-ils là pour nous aider, pour nous dégoûter de l'école? Oui, je maîtrise la langue française mieux que vous. Vous osez me mépriser car je suis en seconde, vous oubliez que je viens de banlieue, et qu'à tout moment je peux vous enculer. Excusez-moi pour mon langage désastreux. Ces mots sortent de ma cavité buccale tout seul quand je vois vos gueules d'enseignants cassos. Comme vous, oui, je peux changer de langage. Quand je veux. Et oui, peut-être je ne suis pas le genre de vos élèves favoris, bourgeois et lèche-bottes. Désolé de vous recadrer de cette façon, cher professeur. J'étais obligé, car vous vous sentez pousser des ailes. Oui, je vous accuse du décrochage scolaire de beaucoup d'élèves, et du fait que beaucoup d'élèves, à cause de vous, aient déçu leurs parents. Déçu leurs parents. Aujourd'hui, je dénonce tout. #ghetto. Il n'y a pas de question. Moi, je veux bien, parce que je pense que c'est important d'expliquer, en effet, c'est quoi la différence avec APB, en fait. Parce qu'en effet, on peut avoir l'impression que c'est la même chose, et après, je commenterai sur les enseignants, mais je pense que ce que ça change, et c'est vrai qu'on ne l'a pas peut-être suffisamment dit, c'est que les vœux ne sont pas hiérarchisés. Et donc, de nouveau, dans ce que dit le ministère, quand le ministère dit les chiffres qui donnent à la fin de l'année, tant d'élèves ont eu une proposition, mais en fait, on ne sait pas à quoi correspond cette proposition. Si, en fait, c'est... parce que ce qu'on dit à nos élèves, c'est faites tous les vœux que vous pouvez, remplissez tous vos vœux, faites-en un max, donc en fait, ça part dans tous les sens. Et donc, dans APB, je dis pas que le système était parfait, loin de là, mais quand même, la hiérarchisation des vœux, ça faisait que quand même, on savait ce que l'élève avait par rapport à ce qu'il voulait avoir. Là, en fait, on n'a quasiment aucune idée de si c'est vraiment ce que l'élève veut faire, ou si, pris de panique, à un moment, il accepte un truc parce qu'il se dit qu'il va rien avoir d'autre. Enfin, ça devient beaucoup plus illisible. Il n'y a plus de hiérarchisation des vœux dans... Non. Les vœux ne sont pas hiérarchisés. Ce système où si on est pris à autre chose qu'on préfère, on peut annuler la première chose sans faire la prise. Si, ça marche. C'est-à-dire que si tu as une proposition, tu peux dire oui et garder en attente. Ça, pour le coup, c'est assez bien fait. Ça s'améliore, c'est plus fluide. Tu dis, voilà, je sais pas, t'es pris dans un vœu, tu vas avoir une première réponse. Et sur tes 9 autres vœux, on te dit, est-ce que tu les gardes, lesquels tu peux en garder certains, pas d'autres, etc. Donc ça fonctionne relativement correctement. Mais en revanche, au final... Quand on a le nombre final d'élèves qui ont eu quelque chose dans Parcoursup, on n'a aucune idée de à quoi ça correspond par rapport à ce qu'ils voulaient vraiment faire. Et l'autre chose qui va me revenir, c'est... bon, je sais plus. Je sais plus. C'est les profs. C'est les profs, mais j'avais autre chose de passionnant à dire sur cette histoire, sur la différence. Ah oui, voilà, c'est que justement, ça génère une inflation de vœux aussi, c'est ça. C'est que du coup, alors on peut le... J'écoutais justement là tout à l'heure une émission là-dessus où la journaliste elle se félicitait plutôt de l'inflation de candidatures à Sciences Po, et sans doute que c'est peut-être mieux qu'il y ait plus de gens qui candidatent, mais ça empêche aussi l'examen sérieux des dossiers. Et donc le fait qu'on incite nos élèves, et enfin moi je vois pas ce que je peux faire autrement que dire à mes élèves: prenez vos 10 vœux, genre, quoi que tu fasses, tu utilises tes 10 vœux, t'inventes un truc, ça fait qu'il y a une inflation des candidatures, une inflation des dossiers à étudier, donc un examen moins sérieux, enfin tout ça aussi, ça cumule. Donc je trouve que ça change beaucoup de choses, et aussi, moi je pense que ça objective la sélection, c'est-à-dire que ce truc, enfin, qui pour moi, quand je le vois pour mes élèves, est assez traumatique, de vraiment du classement, en fait, de voir où t'es dans tes 10 vœux, parfois ils en ont plus, ils en ont 20, sur 20 vœux, de voir que t'es trop loin sur la liste d'attente pour être jamais pris. Il y a un truc qui objective, en fait, la violence de la sélection, qui la rend beaucoup plus visible, et du coup, je trouve beaucoup plus violente. Et après, sur les profs, moi je dirais pas ça. En tout cas, moi, quand je dis à mes élèves que Parcoursup dysfonctionne, c'est pas pour être cool parce que je suis cool, de toute façon. Mais c'est parce que moi je trouve que ce que les profs ne font pas assez, c'est de dire le système dysfonctionne et c'est pas de notre faute. Parce qu'en fait, tu vois, le système il marche parce qu'on fait tampon. Et je trouve qu'à un moment, en tout cas moi c'est un peu ma position aujourd'hui, je dis à mes élèves, bon, bah, voilà, c'est n'importe quoi.
il faut le rendre visible, en fait. Si tu fais tampon tout le temps, tu joues le jeu du truc, tu vois, je pense que critiquer le système, en tout cas Parcoursup, la réforme du bac, par exemple, c'est aussi une manière que de rendre visibles les difficultés qui, sinon, pour le coup, je pense que c'est comme l'hôpital. C'est-à-dire s'il n'y a pas de crise à un moment où les enseignants se retirent du truc en disant, nous, on veut... Enfin voilà, c'est n'importe quoi, en fait. Ça continue à fonctionner, bon an, mal an, les classes supérieures s'en sortent, personne ne dit rien, et je pense que c'est important que les choses soient dites, et ce qu'on disait d'ailleurs un peu tout à l'heure rapidement, c'est que sans doute aussi, c'est parce que les enseignants eux-mêmes n'arrivent pas à avoir des stratégies gagnantes dans Parcoursup qu'on en parle plus dans les médias qu'avant. C'est-à-dire que si même nous, on n'arrive pas à développer des stratégies qui fonctionnent pour nos enfants, c'est que vraiment ça marche pas. Ah, c'est marrant ça. Oui, C'est détaillé ça. Non, parce qu'on posait la question au début, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup cette année? Ouais. Parce qu'en effet, comme tu le disais, on arrive à un peu à un bilan d'étape, ça fait plusieurs années, etc. Et je pense que ce qui se passe, c'est que les enseignants et les classes supérieures n'arrivent pas à voir quelle stratégie adopter dans Parcoursup. Et donc c'est pour ça, je pense que ça devient visible. Et je pense que ça crée un effet pervers qui peut être bénéfique, c'est que finalement, quand dans toute cette logique d'individualisation, il y a finalement, ça recrée du lien. C'est-à-dire que finalement, ça crée des solidarités qui sont des solidarités d'exclusion. Le but actuellement dans l'éducation nationale, c'est de créer, c'est vraiment le néo-management, c'est de créer finalement une scission entre les élèves et les profs. Mais finalement, ce qu'on voit, loin en fait de se poser dans les termes qu'on a pu évoquer, c'est qu'en fait ça crée une solidarité qui n'est pas une solidarité fictive, mais qui est une solidarité d'exclusion. C'est-à-dire qu'on voit bien que le phénomène où le prof était l'instance reine dans la classe est un temps qui est totalement révolu, puisque le prof n'est plus du tout, je dirais, malheureusement, notamment, toute l'institution fait que le prof ne peut plus être l'instance de référence dans la classe. Chaque fois qu'il fait quelque chose ou qu'il dit quelque chose à propos de Parcoursup, il est démenti parce que, par exemple, quand les parents viennent voir « Ah ben telle élève, elle était excellente, je ne comprends pas, et à très juste titre, pourquoi elle n'est pas classée ou pourquoi elle est 200e », eh bien, ça fait partie du prof bashing. Et je crois que ce Parcoursup, c'est un outil du prof bashing, mais c'est aussi peut-être la possibilité qui est enfin ouverte de reconsidérer comment on peut reconstruire du lien social à l'intérieur d'un système qui est détruit en coupe réglée. Et plutôt que de le voir effectivement, c'est là qu'on peut retourner quelque chose, enfin espérer quelque chose, c'est que précisément là on vit un moment de bascule, sans doute pour Parcoursup, où on arrive à une espèce de conscience quand même. Faut voir les dossiers du Monde. Le Monde qui a toujours été critique envers Parcoursup depuis le début, ça il faut quand même le dire, ou un quotidien comme La Croix, tous les reportages, tous les sujets sont extrêmement négatifs sur Parcoursup, même l'Obs qui a quand même une vision assez macroniste de l'éducation, hein, voilà, je ne vais pas vous présenter le magazine, mais là on est quand même dans un moment de critique où même les macronistes sont désemparés. Mais ils le sont précisément parce que c'est leurs enfants qui, pour une fois, sont mal triés par un algorithme défectueux. Donc en fait, le seul problème de Parcoursup concrètement, c'est qu'il trie mal les enfants de bourgeois. Moi je pense que c'est plus que ça. Je pense qu'il maltraite tout le monde et que peut-être pour une fois... Comme tout le reste. Comment ? Enfin, comme tout avant. Oui, oui et non. Oui et non. Parce que précisément, il y avait quand même, comme le disait Aïda, dans APB, quand même, le bac, on peut en penser ce qu'on veut. Effectivement, la notation, à partir du moment où on devient prof, on accepte quand même de jouer ce jeu de la notation, on accepte de jouer ce jeu de la sélection, mais on accepte aussi de jouer le jeu de la progression. C'est-à-dire que quand on est dans une classe, on est là pour faire progresser les élèves, c'est-à-dire accompagner humainement, à échelle humaine, la manière dont un élève peut arriver à maturité. Le problème qui est posé par Parcoursup et la réforme du lycée, c'est que cette notion centrale de progression, c'est-à-dire d'accompagnement de l'élève dans sa progression, elle disparaît totalement. C'est-à-dire que la fonction professorale s'assimile absolument à une fonction de, pour le dire très très rapidement, à une fonction de flicage, même si ce n'est pas toujours comme ça, c'est-à-dire que il y a une sacralisation de la note qui, effectivement, rejoint cette sélection, mais cette sélection
je veux dire, dans le caractère, une sélection dont on a oublié quand même que quand on est à l'école, le but c'est quand même d'arriver à faire progresser. Que ce soit sanctionné par une note, malheureusement c'est le système, et on a vu d'autres systèmes dans lesquels il n'y avait pas la notation, mais la question centrale de l'école, ça doit pas être la sélection, ça doit être, moi je crois qu'il faut le poser, et ça doit être la progression. Et la progression c'est quoi ? C'est parvenir à ce que quelqu'un soit compétent dans ce qu'il désire faire. Voilà. Donc ça c'est ma vision. Oui, et moi ce que je voulais dire c'était que il faut que ce soit visible, tu vois, c'est ça en fait ma question, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui, donc indépendamment de savoir si ça dysfonctionne plus ou pas, c'est plus pourquoi ça devient visible, et donc oui, cette idée que ça devient visible parce que y a un problème avec les enfants de bourgeois, en effet c'est ça, parce qu'avant c'était très simple, enfin, moi du coup quand j'étais étudiante, c'était avant un APB, en effet c'était hyper facile, tu savais quand t'étais bon élève ce qu'il fallait faire, moi j'étais aussi enfant d'enseignant, tu sais tes parents ils savent, il faut envoyer ton dossier, quel dossier faire, etc. C'était hyper lisible. Là, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, le fait que ce soit plus lisible pour les enfants de bourgeois, c'est pas en tant que tel que c'est un problème en soi, c'est que c'est le problème qui va permettre que ce soit visible pour tout le monde, et que, en effet, tous les médias en parlent. Là, c'est quand même dingue, c'est-à-dire que le livre de Yoann, on en parle partout, tous les médias en parlent, en fait. Tous les médias font leur truc sur Parcoursup, alors que on sait depuis 4 ans qu'il y a un problème, et que personne n'en parlait avant, et que moi, je me disais, mais il faut que les parents le fassent remonter, simplement, c'est pas tous les parents qui peuvent le faire remonter, en fait. C'est pas tous les parents qui peuvent le dire, et le faire circuler dans l'espace public, donc c'est ça que je trouve intéressant, ou en tout cas important, en tout cas qui se passe, quoi. C'est que du coup, le fait que ça mette un peu en crise les stratégies des classes supérieures, ben ça va faire que, voilà, tu l'as très bien dit, si même les enfants de macronistes ou même les macronistes s'y retrouvent plus, bah là il y a vraiment un problème, je veux dire, qui peut devenir un sujet. Personne parle de l'école, en fait. Donc là, en fait, ça devient quand même un sujet médiatique, politique, social. Ça peut devenir un sujet. On n'en a pas parlé pendant la campagne de l'école. Personne ne parle de l'école, en fait. Personne. Mais moi, j'ai l'impression que l'intérêt de Parcoursup, dans ce qu'on en dit là, c'est que c'est l'espèce d'effet de projecteur que ça a, mais en fait, dans le fond, peut-être moins sur ce que produit Parcoursup, que ce dont Parcoursup est le nom, quoi. C'est-à-dire que dans le fond, si on réfléchit bien et qu'on est un peu honnête, le processus de sélection que Parcoursup traduit de manière algorithmique, etc., il était déjà là avant Parcoursup. C'est-à-dire que l'école n'existe pas pour faire qu'il y ait des millions d'avocats, d'astronautes, etc., etc. Enfin, on sait bien que l'école est là pour former main-d'œuvre, et que c'est la demande de main-d'œuvre qui détermine. Voilà, il n'y aura jamais 7 millions d'avocats et 12 000 astronautes en France. Et voilà, la fonction de l'école étant d'indexer chacun sur l'échelle, d'envoyer chacun là où le monde du travail, sur le marché du travail. Sauf qu'avant, en fait, c'est comme si tous les petits récits de méritocratie, de machin, qui sont pas que des récits, qui sont aussi parfois des trajectoires individuelles réelles, mais qui, pris dans leur masse, sont en fait un processus de tri et de sélection. D'un seul coup, avec Parcoursup, en fait, pour la sélection apparaît, et le tri apparaît clairement à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'horrible dans l'école, dans ce que j'ai de l'école en tant que un peu bipolaire, quoi, à la fois effectivement formé, partagé, etc., mais aussi trié, sélectionné, etc., d'un seul coup, Parcoursup rendait inévitable le fait de se rendre compte de ce à quoi elle sert, quoi. Et certainement, par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est vachement intéressant, le truc du prof bashing, en fait, en mettant de côté les profs dans toutes les trajectoires, en tendant à les mettre de plus en plus de côté, et d'un seul coup, n'apparaît plus que le processus de tri et le fait que chacun soit seul face à sa carrière, son parcours. Et donc c'est presque une machine de vision, Parcoursup, qui est horrible évidemment, mais dans le fond, elle met à nu ce qu'est le mythe de l'école républicaine méritocratique, blablabla, dans une société capitaliste en France aujourd'hui, quoi. Enfin, de ce point. J'aimerais bien ouvrir sur du coup quelles sont les solutions qu'on a face à tout ça, parce que
Je pense qu'on est tous d'accord ici pour pas polariser le débat entre soit Parcoursup, soit APB. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'il faut se limiter à ça? Du coup, à court terme, souvent les solutions qu'on pense, c'est juste ouvrir plus de places dans les universités, ouvrir plus de places dans le supérieur de manière générale. Mais ensuite, il y a aussi peut-être une remise en question qu'on peut faire plus large sur l'école de la République et sur tout ce que ça induit, parce qu'au final, je pense que les élèves le sentent au quotidien. Enfin, Parcoursup, c'est un facteur aggravant, mais le quotidien, pour certains, enfin, il change pas, quoi. C'est toujours, ça fait chier d'aller en cours le matin, et après on va se taper des profs qu'on aime plus ou moins, et puis chacun va essayer de nous faire passer son programme, nous mettant bien la pression pour qu'on ait une bonne note à la fin. En gros, c'est un peu ça le quotidien, et qu'on ait Parcoursup ou APB, c'est pas quelque chose qui va grandement changer. Après, certes, je pense qu'il y a quand même une importance à continuer à avoir des formes, on va dire, d'institutions qui permettent de transmettre des connaissances, qui permettent d'éduquer en quelque sorte, mais sans forcément le côté disciplinaire qu'on entend parfois dans le mot éduquer. Moi j'avais vu Illich, je crois, Ivan Illich, je sais plus exactement comment on le prononce, mais c'était cette idée de maison de la connaissance qui pouvait être intéressante pour en plus casser ce truc de l'éducation qui se fait surtout quand on est enfant, et ensuite le reste de la vie n'est plus autant réservé à l'apprentissage, alors que finalement peut-être qu'on a besoin d'apprendre toute sa vie. Et d'ailleurs Parcoursup, ça concerne pas que les lycéens, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais les étudiants qui veulent parfois se réorienter. Moi j'avais par exemple une amie qui avait loupé sa L1 de psycho, et en voulant se réorienter, en fin d'année elle a dû se résigner à redoubler, tout simplement parce qu'elle n'avait pas fait les démarches sur Parcoursup au préalable. Du coup cette année elle est un peu à dire à tout le monde, faites des vœux sur Parcoursup, histoire que si vous loupez votre année, vous ayez une solution de secours. Donc voilà. Après j'ai pas une réponse précise sur qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme institution, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'y réfléchir collectivement. Alors moi je trouve qu'on va clore là-dessus, c'est sur la fin de ton texte, parce que je pense que dans le fond, là où on est tous un petit peu couillonnés, c'est que d'un côté tout le monde voit bien ce qu'il y a d'horrible dans l'école, dans la discipline de l'école, dans ce que ça implique à 16 ans de se lever tous les matins à 6h pour aller prendre un car. Enfin, ça, on voit tous très bien, et en même temps personne ne voit ce que serait un extérieur qui serait souhaitable. Enfin, personne n'a envie de faire l'école à la maison, il y a des gens, mais en tout cas quand même pas beaucoup, et on voit bien que c'est un extérieur un peu pauvre, et donc toi Camille, à la fin de ton article, je trouve que tu ne proposes pas de solution, mais en tout cas tu refuses de trancher la question, et je cite la fin de l'article. L'article dit « Il ne faut pas laisser le sujet aux concernés, car on ne cherche pas une école alternative, mais bien une alternative à l'école. On ne peut que difficilement attendre l'apparition d'une jeunesse qui sera prête à renverser les autres structures oppressives si on la laisse germer bien tranquillement dans ces structures disciplinaires. Désormais, il faut soit occuper les classes et résister, soit les déserter et résister quand même, soit les deux. En tout cas, avant de faire cela, il faut permettre à tous, élèves comme autres individus, de se rendre compte de la nature politique de ce qu'ils subissent au quotidien pour balayer le fatalisme et permettre d'ouvrir le champ des possibles, de l'imagination et de la création d'alternatives pour réinventer des manières d'apprendre et de transmettre. » C'est nickel pour un élève de terminale. C'est pas mal. Merci.